Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Ministre du Tourisme, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, merci d'avoir choisi la station du Cap d'Agde pour venir débattre sur le tourisme. Merci d'avoir choisi la ville d'Agde et donc sa station, le Cap d'Agde, car elle était déjà, à l'époque, la préférée de Pierre Racine, comme il l'avait écrit dans ses mémoires, Mission impossible. Mission Racine lancée par le général de Gaulle, un homme visionnaire, qui a voulu donc ces stations balnéaires en Languedoc-Roussillon et qui fait maintenant du Cap d'Agde une des principales stations balnéaires d'Europe. Une excellente idée puisque, aujourd'hui on le sait, le tourisme n'est pas délocalisable. Nous avons d'ailleurs continué à améliorer notre accueil avec un effort considérable en matière de sécurité pour assurer les touristes. Et aujourd'hui, le tourisme doit se tourner vers l'avenir. Vous venez de visiter notre centre aquatique de l'archipel. Notre but, bien entendu, c'est d'élargir la saison, c'est de faire en sorte que nous valorisions nos terroirs, que nous valorisions la culture, l'environnement qu'il y a autour d'une station balnéaire pour être toujours plus attractif parce que le tourisme crée beaucoup d'emplois. Nos actions, Monsieur le Président, bien entendu, et j'en suis fier en ma qualité de député, depuis maintenant quelques années, ont permis à la France de certainement mieux traverser la crise que d'autres pays touristiques comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, même si, bien entendu, je ne m'en réjouis pas. Mais nous devons encore et toujours nous retrousser les manches, et c'est pour ça, Monsieur le Président, que finalement, après le général de Gaulle, vous êtes le premier président à venir parler de tourisme au Cap d'Agde, et j'y vois là un signe, parce que le tourisme est une vraie chance pour la France. Merci. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes aujourd'hui dans la première commune touristique française par sa capacité d'accueil, puisque Agde et ses stations affichent 175 000 lits. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas en France une commune si importante. Vous êtes également dans le département de l'Hérault, qui est le 4e département touristique français, et dans la région Languedoc-Roussillon, qui est la 4e destination touristique française. C'est dire que le tourisme dans notre région occupe une place prépondérante dans notre économie. Quelques chiffres, il représente environ 15% du produit intérieur brut régional, alors qu'au niveau national, il est de 7%. Quand on parle création de richesse, on doit aussi parler nécessairement de création d'emplois. Le tourisme est un des principaux pourvoyeurs d'emplois de la région, puisqu'il génère environ 8% de l'emploi salarié en Languedoc-Roussillon. Et puis, lorsque l'on parle aussi tourisme dans la région, on doit se replonger un petit coup en arrière, il y a 40 ans, puisque notre tourisme est relativement récent. C'est la décennie des années 60-70 qui a vu jeter les bases d'un modèle qui était un modèle voulu par l'État, qui est celui du tourisme balnéaire, du développement du littoral. Et aujourd'hui, ce modèle doit évoluer, il doit consolider ses acquis, il doit à un moment développer et explorer de nouvelles pistes. Tout simplement pourquoi? Parce que le tourisme a changé. Le tourisme a changé en France, en Europe, dans le monde. Le client a évolué, la croissance a changé, les conditions économiques ont également changé. Et il nous faut aujourd'hui repenser un nouveau modèle de tourisme régional qui tire vers l'excellence, qui aille vers le haut et qui permette peut-être de gagner ce point de croissance supplémentaire dont l'économie française a besoin. Alors pour débattre avec vous, pour explorer ces nouvelles pistes, peut-être qui pourraient tracer des axes pour l'avenir, nous avons réuni autour de la table 5 professionnels qui sont 5 professionnels représentatifs dans chacun de leurs secteurs d'activité. Le premier, Miguel Espada. Miguel Espada va vous parler de l'immobilier de loisirs. Miguel Espada est PDG et fondateur du groupe Garrigae. Le groupe Garrigae, c'est un groupe de promotion immobilière. Et il a une particularité, c'est qu'il valorise et il réhabilite des anciens bâtiments patrimoniaux, comme des domaines viticoles, comme des châteaux, comme des abbayes. C'est dire qu'il est très sensible entre la valorisation du patrimoine bâti et le tourisme. Miguel Espada a créé cette PME en 2004. Il emploie aujourd'hui 120 salariés à l'année, 250 en haute saison, et il transforme des lieux chargés d'histoire et de patrimoine en lieux de villégiature. Et c'est donc Miguel Espada qui va vous poser la première question.
Bonjour Monsieur le Président. Voilà, donc Garrigues, on rénove des châteaux, des abbayes et des propriétés viticoles, souvent à l'abandon, et on leur trouve des nouveaux modèles économiques en fait, hein, qui sont des modèles économiques hôteliers. Voilà, donc nous aujourd'hui on a 120 emplois en quelques années, et on pourrait créer des centaines d'emplois dans les années à venir, mais j'ai deux problématiques pour développer ma PME auxquelles je me confronte. La première a trait aux autorisations administratives. Pour obtenir des autorisations administratives dans des sites un peu magnifiques, on a une multiplicité d'interlocuteurs, la direction de l'environnement, la DDE, enfin l'ex-DDE qui est la direction des territoires et de la mer, le conservatoire du littoral, les ABF, et qui rendent parfois très complexe d'obtenir des autorisations, que ce soit pour des porteurs de projets privés ou les communes. C'est exactement la même chose. Donc ma première question, comment l'État pourrait désigner un interlocuteur unique au sein de l'administration, par exemple au sein de la directe, pour accompagner dans la jungle un peu des administrations les projets touristiques structurants qui sont vraiment générateurs d'emplois et de recettes fiscales. Ça c'est vraiment un point crucial pour nous. Le second point a trait au financement notamment dans tout ce qui est la rénovation du patrimoine. L'Espagne, qui est la première destination touristique dans le monde en valeur, c'est-à-dire en dépenses rapportées par nombre d'habitants, a créé les Paradors. C'est une chaîne hôtelière qui est financée par l'État et qui est exploitée par une société privée. On peut vous dire que ce concept qui est proche de Garrigues, en fait, a vraiment un fort engouement parce que les clients recherchent vraiment la gastronomie, les vignobles, le patrimoine, la culture, la famille, etc. Et vraiment, c'est des clients à forte contribution pour tous les commerces, en fait. Donc la France, évidemment, et notre région, une très bonne richesse patrimoniale qui se détériore faute d'entretien et d'un modèle économique adéquat. Donc, ma question, c'est comment l'État pourrait favoriser l'émergence de projets hôteliers ou agritouristiques sur ces sites un peu magnifiques. Et est-ce que, par exemple, est-ce que ce serait la vocation du FSI de renforcer les fonds propres d'une PME comme la nôtre pour créer une collection de propriétés contribuant au repositionnement de notre région et au rayonnement de la France à l'étranger? Merci à tous les deux. D'abord, je l'ai dit au maire, j'ai voulu venir pour parler de tourisme parce que les professionnels du tourisme doivent être reconnus pour la contribution qu'ils apportent à l'économie française. Le tourisme, les dépenses touristiques, c'est 6% de notre PIB, c'est 2 millions d'emplois, c'est 235 000 entreprises. Et j'aimerais qu'on considère les professionnels du tourisme comme on considère les professionnels de l'automobile, de l'aéronautique, de la recherche. Le tourisme est un secteur d'avenir et un secteur majeur pour l'économie française. Et il y a parfois, me semble-t-il, un peu de dédain à l'endroit de gens qui sont des professionnels, qui sont compétitifs et grâce auxquels la France peut attirer des millions de touristes étrangers. Donc c'est un premier élément. Vous savez, un président de la République, on aime bien le faire aller dans une salle blanche d'un laboratoire, au départ d'une fusée qui part dans l'espace, au lancement d'un super jumbo extraordinaire, à la présentation de la nouvelle voiture, mais le tourisme, on ne le considère pas assez. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que grâce à vous, à votre dynamisme, on a assisté à la reprise du secteur touristique, spécialement si on se compare à des pays comme la Grèce ou autres, même l'Espagne, hein, qui avait fait des progrès gigantesques dans les 15 dernières années, mais qui paye cher un certain nombre de problèmes aujourd'hui, peut-être nous y reviendrons. Il faut savoir qu'en France, en 2010, il y a eu 192 millions de nuitées dans les hôtels. Pour un pays de 65 millions d'habitants.
Vous mesurez l'impact considérable que ça représente. Sur le tourisme dans les campings ou dans les mobilos, depuis le début des années 2000, la progression est de 7% de la fréquentation. Alors, malgré ça, la part de marché de la France dans le tourisme mondial augmente et la part de marché de la France a diminué. Je veux dire, on a toujours plus de touristes, mais on n'a pas saisi la bonne proportion de touristes nouveaux dans le monde. Je pense aux touristes chinois, qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, et qui, dans la capitale de la France, sont aujourd'hui presque aussi nombreux que les touristes américains. Il faut qu'on comprenne que d'abord, nous avons de nouveaux concurrents, mais qu'en même temps, vous, les professionnels du tourisme, vous avez de nouveaux clients potentiels. Et quelle est la clé de tout cela? C'est que nous investissions et que nous réfléchissions à la qualité du service. Je veux dire ça parce que parfois, on a un peu tendance à considérer que comme on a un pays magnifique, il suffit d'attendre et que les gens viennent. Et parfois, ça n'existe jamais ici, bien sûr. Et parfois, il faudrait qu'ils nous remercient qu'on les reçoive. Voilà. Donc il y a vraiment un double travail. L'investissement, et c'est pour ça que j'ai été heureux d'être au centre aquatique d'Agde, parce que ça va permettre d'allonger la saison, et puis un problème de formation, car la qualité de l'accueil est absolument essentielle pour attirer une nouvelle clientèle. Alors, vous me posez 2 questions. La première, celle du guichet unique. Je vais vous proposer quelque chose, qu'avec Frédéric Lefebvre et François Baroin, on fasse une expérimentation dans la région ici. On va expérimenter le guichet unique. Je ne peux pas vous promettre de le généraliser tout de suite, mais il y a un côté un peu déprimant quand on porte un projet de devoir frapper à 10 portes différentes qui ignorent ce que la porte d'à côté, on a bien voulu lui dire. Et donc, je donne mon accord, Monsieur Espada, à l'expérimentation d'un guichet unique. Mais je vais aller plus loin, et François Baroin sait que j'y attache de l'importance. Il faut qu'on change notre rapport à l'administration. Je crois à la loi littorale, je crois à la loi montagne, je crois à la préservation des espaces. Mais je crois aussi que l'homme n'est pas un intrus dans la nature. Et qu'on protège la nature en organisant une vie harmonieuse entre l'homme et la nature. Je suis contre le sectarisme de ceux qui considèrent que les espaces protégés sont des espaces où il ne doit rien se passer. Ça, c'est de la mort assurée. La mort assurée. Dans un espace protégé, on doit pouvoir continuer une activité agricole, on doit pouvoir continuer une activité de pêche, une activité viticole. La nature a besoin de l'homme aussi. C'est cette idée qu'on doit stériliser complètement des espaces entiers entre le désastre que représente une hyper-urbanisation et le désastre que représente un désert. Parce que les hommes et les femmes ont besoin de travailler, de vivre. Et parce qu'ils vivent, ils vont défendre l'environnement et le patrimoine qui est le leur. Il y a un équilibre à trouver et je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans le respect des délais. Moi, j'estime qu'une administration qui ne répond pas dans le délai, c'est une administration qui a donc dit oui. C'est ça que je voudrais. Non. Si on a à dire, excusez-moi, si on a à dire non, il faut le dire tout de suite. Si on ne répond pas, je voudrais changer la charge de la preuve. C'est normal que l'administration puisse dire non. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé qui sont profondément anormales. Mais alors qu'on assume ce non,
dans le délai, et qu'on ne laisse pas les choses aller, qui fait que tant de nos compatriotes qui veulent créer leur affaire, qui veulent développer des affaires, qui veulent créer des emplois, au lieu de les encourager, on les décourage. Donc, sur le guichet unique, oui à l'expérimentation. Par ailleurs, sur les projets hôteliers. Bon. Moi, je ne souhaite pas que l'État se substitue à l'initiative privée en la matière. L'État en a, Monsieur Espada, déjà bien des choses à faire, monsieur le sait bien. Ce n'est pas à nous de remplacer l'initiative privée, surtout qu'il y a un potentiel considérable. En revanche, je suis bien convaincu que le FSI, qui est au fond un fonds souverain à la française, que nous avons voulu créer, pourquoi? Parce que quand il y a eu la crise en 2008-2009, j'ai vu la valeur des entreprises s'effondrer. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça va remonter un jour. Mais n'importe qui peut donc acheter à vil prix sous prétexte qu'il y avait la crise. Et on a créé le fonds souverain à la française pour investir et protéger nos plus belles entreprises. Et maintenant, il faut qu'on aille plus loin et qu'on renforce les fonds propres de celui qui a un petit hôtel ou un restaurant et qui veut développer quelques chambres de plus, quelques nuitées de plus. Et c'est le rôle de l'État que d'aider à intervenir, là il faut bien le dire, où les banques sont parfois très frileuses. Parce que moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Quand il y a la folie de l'immobilier et la bulle immobilière, je vois beaucoup d'établissements qui prêtent n'importe quoi, n'importe qui, à n'importe quel prix. Lorsqu'il y a eu la folie d'Internet, on voyait tout un tas de gens qui n'avaient pas de clients, pas de produits, dont le seul métier c'était de lever des capitaux. Là, on trouvait des gens pour leur prêter. J'aimerais que quand on trouve quelqu'un qui veut créer un petit hôtel ou qui veut développer son établissement, on soit aussi généreux que quand il y a la bulle spéculative, certains établissements l'ont été dans des conditions qu'il a fallu après réparer. Autrement dit, j'aimerais qu'on considère en France qu'il soit normal de prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin et non pas de vouloir prêter de l'argent à ceux qui n'en ont aucun besoin. C'est une tradition assez forte. Enfin, sur les espaces protégés, là aussi, je veux dire, pour terminer, que le tourisme, qui est très important pour une région comme la vôtre, la 4e destination, il y a quelque chose dont il faut bien être conscient, c'est qu'il n'y a pas de tourisme s'il n'y a pas d'activité de production. Le tourisme et l'activité de production sont non seulement complémentaires, mais indispensables. Je m'explique. Ceux qui ont cru que le tourisme vert allait remplacer l'agriculture se sont trompés. Il n'y a pas de tourisme vert quand il n'y a plus d'agriculture dans l'arrière-pays. Même de tourisme blanc, même dans les montagnes. C'est une erreur. Comprenez-moi, il faut les deux. Il faut les deux. Et dans les espaces protégés, il y a matière d'organiser un tourisme protégé, un tourisme respectueux, un tourisme intelligent. Alors, je dirais juste une chose par rapport à l'Espagne qui a fait un travail formidable. Je pense que dans les touristes que nous accueillons, il faut qu'on vise tous les touristes, mais pas simplement le nombre. Enfin, pardon de le dire. Aussi la qualité. Parce que si c'est pour que le pays soit traversé par quantité de touristes qui viennent avec leur nourriture, parce que je vois ça en Espagne aussi, pour aller dans des cubes, l'Espagne est un pays absolument magnifique, qui a fait des choses absolument exceptionnelles. Mais les touristes que nous voulons pour qu'ils apprécient notre pays, pas simplement pour qu'ils aillent dans une destination où ils se trouvent enfermés, où ils se retrouvent entre eux, et où ils reproduisent ici le mode de vie de là-bas. Je ne veux pas rentrer
dans les détails, mais je vois à peu près ce que je ne souhaite pas que nous ayons pour la France. On doit garder un tourisme de masse, bien sûr, mais aussi un tourisme de qualité, respectueux de notre mode de vie, de nos produits, de nos productions locales, de nos paysages, et qu'on accueille bien volontiers. Hein. Mais c'est pas simple, c'est pas des usines, quoi. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis favorable au développement du tourisme, y compris dans les espaces protégés, hein, mais un tourisme qui s'adapte, nous, une offre adaptée à leur demande, mais pas toujours la quantité. Pas toujours chercher le nombre, pas toujours chercher à tirer les choses et les gens vers le bas, parfois avoir de l'ambition pour notre pays et pour vos entreprises. Vous comprenez à peu près ce que... Enfin, je pense que le mot qualité, c'est un mot important en France. Que le mot quantité, ça compte, mais c'est pas tout. Hein. Je voudrais juste faire la remarque, c'est quand la France est passionnée pour la réduction du temps de travail, elle l'a payé cher. J'aurais préféré que la France se passionne pour la qualité de vie au travail. Pas simplement parce que, vous savez, même travailler 30 heures, si on se considère comme pas respecté dans son travail, c'est pas le bonheur. Et travailler plus, 40 heures, si on considère qu'on est respecté dans son travail et qu'on est payé pour ça, alors là, il y a l'épanouissement. Donc tout n'est pas simplement dans la quantité. Mettons un peu de qualité dans tout ceci. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez parlé d'un tourisme respectueux du mode de vie, d'un tourisme où les problématiques de formation, les problèmes de qualité, où cette exigence de qualité doit transformer notre offre, d'aller plutôt vers du toujours mieux, et pas toujours, du toujours plus. Eh bien, justement, ce sont ces éléments-là qu'on retrouve dans un secteur extrêmement important pour notre économie touristique, c'est celui de l'hébergement, de la restauration. Et en France, eh bien, aller au restaurant, c'est une partie également qui est un moment important du séjour, c'est une sortie. Et aujourd'hui, la profession est représentée autour de cette table par l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Donc Jacques Mestre, qui est à ma gauche, est président départemental et président régional de l'UMI. Donc il va aujourd'hui vous parler au nom du 4e employeur français de l'économie française, puisque ce secteur des bars, hôtels et restauration génère environ 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jacques Mestre va aussi vous parler au nom des 200 000 établissements français et des 900 000 actifs qui travaillent dans ce secteur. Et si on revient au niveau de notre échelle régionale, il faut savoir qu'en Languedoc-Roussillon, 1 emploi sur 3 est saisonnier dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et que dans l'Hérault, l'ensemble de ces professions représente 45% de l'emploi touristique. C'est dire que pour accompagner ces acteurs et pour maintenir la croissance économique de ce secteur, Jacques Mestre a un certain nombre de questions qu'il va maintenant vous poser. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez mis en place le contrat d'avenir avec l'harmonisation du taux de TVA. L'Union de métiers de l'industrie hôtelière que je représente et la profession tient à vous dire que c'est une réussite. Pour cela, je vous signale que nous avons créé quand même 30 000 emplois en 2010, 15 000 emplois en 2011, que nous avons créé pour nos salariés une mutuelle, une prime de TVA, des augmentations de salaire, nous avons modernisé nos affaires. Également, nous avons arrêté la croissance des défaillances fiscales. Nous donnons une prime de 1 000 euros aux personnes qui veulent passer le permis de conduire, 350 euros aux mères de famille, etc. Alors aujourd'hui, nous sommes 900 000 emplois. Nous avons besoin actuellement de 200 000 emplois supplémentaires, 15 000 en région Languedoc-Roussillon et 5 000 dans le département de l'Hérault. Je vous rappelle que sur ces emplois, Monsieur le Président, nous ne sommes pas délocalisables. Je le précise, nous sommes des gens qui vivons en France et sur le terrain. Donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai besoin de vous poser une question, qui est la suivante. La profession souhaite que ce taux ne soit pas remis en cause
pouvez-vous nous rassurer ou prendre ici même, ce que je serai heureux, l'engagement de continuer ce tour? Ceci est la première question. Peut-être, Monsieur le Président, restons sur la TVA 5,5 par rapport. J'ai été très heureux de tenir une promesse que je n'avais pas faite. Merci. Merci. Attends, puisque ce n'est pas moi qui l'ai promis, Vous l'avez tenu. mais c'est moi qui l'ai tenu. Bon. Pourquoi voulez-vous, Monsieur Mestre, après nous être tant battus pour l'obtenir, qu'on change? Je me suis opposé aux volontés de l'opposition et d'une partie de la majorité. Pourquoi? Je vais m'en expliquer, c'est très simple. Il y a deux arguments pour moi. Quand on connaît ce que c'est que le métier de restaurateur, café-restaurant, qui sont les gens qui font ça? Ce sont des gens qui sont durs au travail, qui mettent toutes leurs économies dans leur affaire et qui, au moment de partir à la retraite, n'ont qu'une seule chose, c'est la vente du fonds de commerce pour vivre tranquillement. Ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures de travail. Je ne vois pas au nom de quoi, je devrais compliquer la tâche de ceux qui ne demandent rien d'autre que d'avoir la possibilité de travailler plus. J'ajoute à tous ceux qui étaient opposés à cette baisse de la TVA qu'il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi ils acceptaient que celui qui est propriétaire du café-restaurant, qui emploie 1, 2, 3 personnes pour servir à table le client, devait payer une TVA de plus du triple que de la restauration rapide qui ne crée pas d'emploi en salle. J'aimerais qu'on m'explique au nom de quoi cela était juste. Quand même. Parce que c'est un dossier dans lequel vraiment je me suis investi. La TVA 5,5, c'est pas moi qui l'ai inventée. Les chaînes de restauration rapide, j'ai rien contre. McDo et compagnie étaient à 5,5. C'était ça la réalité. Et le café-restaurant à côté était à 18,5, en remerciement d'avoir créé des emplois. Ça, c'était la logique française. Eh bien, j'ai voulu mettre un terme à cette logique. J'ajoute que si on n'avait pas fait ça, Monsieur le Président, un grand nombre, tenez-vous bien, il y a 193 000 entreprises qui profitent de la TVA 5,5, qui a donné de la trésorerie au moment de la crise. Et dans vos villes, mesdames et messieurs les élus, il y a bien des affaires qui auraient disparu et ça aurait coûté beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Je veux ensuite dire une autre chose. La profession a tenu ses engagements. Tous les rapports le montrent. Vous les avez plus que tenus, car vous étiez engagé sur 30 000 créations d'emplois. Il y a eu 40 000 créations d'emplois depuis la mi-2009. Bon. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vu tant de mal dire de vous dans certains journaux. Ceux qui écrivaient, ils ne viennent pas chez vous. Bon. Sur les salaires, et même, je parle sous le contrôle de François Baroin, sur la baisse des prix. Donc, il n'est pas question de revenir sur une mesure économique qui a produit des effets, et en ce qui nous concerne, c'est un engagement que je prends. Quand j'ai été au congrès des restaurateurs, je crois que c'était à Marseille, en fin 2006, début 2007, j'avais dit que je ferais ça. Nombreux étaient ceux dans la salle qui ne le croyaient pas. Vous y êtes arrivé. Bon. Donc, vous savez, il faut que vous écoutiez non pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Voilà. En l'occurrence, il n'y aura pas de changement en la matière.
Alors restons sur le personnel, si vous le voulez bien, dans le secteur, avec des interrogations de Jacques Mestre sur le temps de travail et aussi sur la formation de ce secteur qui est un des premiers employeurs au niveau national. Monsieur le Président, nous avons besoin que l'État comprenne notre métier spécifique, le métier de saisonnier encore plus. Et je rappellerai à tout le monde que nous sommes un métier de service à la disposition du client. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une adaptabilité du temps de travail et d'une flexibilité. Également, je souhaite que pour les avantages de la loi Fillon, au lieu de les cantonner au SMIC, je souhaite que pour les chefs d'entreprise, les inciter à revaler certains salaires, et bien cet avantage de la loi Fillon puisse être augmenté à des échelons supplémentaires. Cela incitera les gens à se mobiliser. Également, je vous rappellerai que le tourisme, aujourd'hui, le tourisme n'a pas de frontières et que là-dessus, l'Espagne, vous en avez parlé tout à l'heure, je suis désolé, mais la concurrence est rude, elle était à 1h30 de route de chez nous. Et l'Espagne n'a pas les mêmes lois sociales et fiscales que nous. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, pouvons-nous envisager de votre part un cadre juridique et fiscal qui soit adapté à la réalité du terrain et qui puisse répondre, si vous voulez, à cette concurrence? De notre côté, vous avez parlé qualitatif de formation. On m'a imparti le temps, hein, je vais résumer. Hein. Donc aujourd'hui en formation, je vous signale que l'UMI, personnellement à Montpellier, nous créons un centre de formation pour nos salariés et nos professionnels. Parce que nous avons besoin d'aller vers l'avant. Et nous avons traduit, grâce à la directe et à l'État, le chef de l'État, des cartes de menu pour le professionnel pour répondre encore au qualitatif. Et nous avons donné également, avec un partenariat toujours avec l'État, au CRUS, des chambres à disposition pour nos travailleurs saisonniers, aujourd'hui, qui ont besoin, parce que l'humain, chez nous, compte. Ça, c'était une deuxième question. La troisième question que je vais vous poser, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez mis en place des mises aux normes qui sont l'accès handicapé, incendie et sécurité. Cela va dans le bon sens. Je le dis, attendez, hein, nous précisons bien, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, certaines entreprises, et en particulier la petite hôtellerie et restauration, ne pourra pas passer ce pas par manque soit de place, il faut le voir, soit par manque de moyens financiers. Je rappellerai que ces établissements risquent de disparaître à 40%, dont l'emploi aussi. Et ça fait partie du charme de nos villes, de nos régions. Alors, aujourd'hui, un premier geste a été fait par mon ministre, M. Lefebvre, mais c'est pour moi insuffisant. Alors, Monsieur le Président, comment peut-on envisager d'aider ces entreprises qui aiment leur métier, que les clients aiment, et eux aiment, ils n'ont que ça, leur outil de travail, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, vous posez des questions qui ouvrent sur une problématique encore plus large. D'abord, la nécessité absolue de faire converger nos modèles économiques, fiscaux et sociaux en Europe. Nous ferons, avec la chancelière Merkel, des propositions à la fin du mois d'août. Je m'explique. Qu'il y ait un déficit de concurrence avec des pays comme l'Inde et la Chine, je peux le comprendre. Que nous nous retrouvions en déficit de compétitivité par rapport à l'Allemagne ou à l'Espagne, avec qui nous partageons la même monnaie, cela, je ne peux pas le comprendre. Les travailleurs saisonniers pour l'agriculture, dont nous avons exonéré la totalité des charges. Les travailleurs saisonniers dans la restauration, où nous avons quand même progressé, puisque désormais, pour le saisonnier, vous avez le droit de le faire travailler plus de 10 heures, et on a mis de la souplesse en plus hebdomadaire, parce que naturellement, celui qui travaille 2 mois dans une entreprise,
il ne peut pas être soumis aux mêmes règles de l'annualité de la durée du travail. Mais la véritable question derrière, c'est de comprendre que dans la zone euro, nous avons la même monnaie. Il faut arrêter avec les débats franco-français pour raisonner de façon européenne et harmoniser les conditions de concurrence. C'est valable pour nos compatriotes de l'Est avec l'Allemagne, c'est valable pour nos compatriotes du Sud avec l'Espagne, c'est même valable pour nos compatriotes du Nord avec la Belgique. Vous savez, moi, je suis un vibrant partisan de la liberté. Je ne comprends toujours pas pourquoi on empêche ceux qui veulent travailler le dimanche de pouvoir le faire. Dans le nord de la France, je vise personne. C'est pas de ma faute, mais les boutiques sont ouvertes en Belgique. Et on trouve intelligent de les fermer en France, le dimanche. Moyennant quoi, au lieu d'aller dépenser leur argent en France, les Français vont dépenser en Belgique. Si c'est un raisonnement, vous me permettez d'en être étonné. Bon. Pareil pour les différences de TVA, pareil pour les différences de fiscalité. On adore avoir des débats extraordinaires en France sur la fiscalité du patrimoine. Il se trouve qu'en Espagne, ils ont supprimé l'impôt sur le patrimoine, et en Allemagne aussi. Comme le patrimoine circule, le but d'une politique économique, c'est pas de pousser tout le monde hors de France. Donc ça pose la question de la convergence. À propos de toutes les difficultés qu'a connues la zone euro, il faut franchir un seuil qualitatif pour construire des politiques économiques convergentes. S'agissant des allègements de charges, il faut que vous compreniez qu'avec les déficits qui sont les nôtres, je n'irai pas vers une augmentation des exonérations de charges, parce qu'il faut absolument désintoxiquer notre pays à la dépense publique, moins dépenser, pour renforcer notre compétitivité et notre travail. Aujourd'hui, vous ne payez plus de charges jusqu'à 1 SMIC 6. Je sais qu'il y a une demande pour qu'on augmente, mais si c'est pour augmenter les déficits, je ne le ferai pas, parce que je pense que ça ne serait pas raisonnable. Enfin, vous avez toujours la possibilité de jouer avec les heures supplémentaires sur lesquelles vous ne payez pas de charges et sur lesquelles vos salariés ne payent pas d'impôts. Il y a 5 700 000 travailleurs français qui ont bénéficié des heures supplémentaires l'année dernière, alors que nous sortions à peine de la crise. C'est une solution et c'est une réponse à la question. Sur la formation, vous avez 1000 fois raison. Il y a 1,5 million d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites parce qu'il y a un problème d'adéquation avec la formation. Et puis aussi, il faut bien le dire, il faut que nous ayons le courage de sanctionner celui qui n'a pas d'emploi et qui refuse une offre d'emploi. On ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir le système, on ne peut pas avoir le système social le plus généreux, ce qui est une très bonne chose, et ne pas avoir la contrepartie de la générosité de notre système social, qui est l'obligation pour celui qui se trouve au chômage d'accepter une offre d'emploi raisonnable qui lui est présentée. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur a dit quelque chose qui me paraît très juste. Notre pays voit sa population active augmenter de 100 000 par an. C'est une différence entre l'Allemagne et la France. Chaque année, nous avons 100 000 travailleurs de plus. Chaque année, l'Allemagne a 100 000 travailleurs de moins. Quand le ministre de l'Intérieur dit « Nous avons besoin d'une main-d'œuvre étrangère, mais comme notre population active, je vais réduire, il veut réduire la part de la population étrangère venant travailler », il a raison, ce n'est pas un choix idéologique,
c'est un choix pragmatique. Notre population active augmente, nous devons en tirer les conséquences. Si notre population active diminuait, ma position serait inverse. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas un problème idéologique, ce n'est pas un problème de fermeture, c'est un problème concret, pragmatique. Comprenez bien, avant même d'avoir réduit d'un seul le nombre de chômeurs, il nous faut trouver chaque année 100 000 nouveaux emplois pour les 100 000 nouveaux arrivants sur notre population active. Nous ne pouvons pas gérer l'immigration économique dans les mêmes conditions qu'un pays qui perd de la population active. Et j'aimerais que ces sujets qui mettent en cause profondément l'humain soient traités de façon moins idéologique, moins d'énervement, moins de posture, plus de compréhension des réalités économiques et des réalités humaines. Ouvrons les yeux sur le monde d'aujourd'hui et ne plaquons pas des postures qui feraient qu'il y a les généreux d'un côté, les sans-cœur de l'autre. C'est trop facile. Enfin, dernier point sur les normes. Je sais que pour vous c'est difficile et que Frédéric Lefebvre y a beaucoup travaillé, mais je voudrais que vous compreniez une chose. Le handicap, ça peut arriver à tout le monde. À n'importe quel âge, dans n'importe quelle famille, ça vous tombe dessus. Le handicapé, il était vous ou il peut être vous. Vous comprenez bien, c'est la loterie du destin. Un microbe, un accident, un patrimoine génétique qui fait que vous naissez avec une maladie épouvantable, vous n'y êtes pour rien. Ce sont des êtres humains. Et donc, autant je suis décidé à vous donner de la souplesse face aux normes, et c'est la mission Warsmann, autant et je le dis aux maires aussi, parce que maire, M-A-I-R-E-S, la question de la place du handicap dans notre société est une question absolument centrale, de l'accessibilité, le fait que pour eux d'aller dans la rue, c'est un drame. Alors, je sais que pour les établissements, on a demandé qu'il y ait au moins une chambre équipée pour handicapés, c'est ça, Frédéric? Si je dis une bêtise, tu me corriges. 5%. Bon, alors, il est vrai que pour les petits établissements, ça pose problème. Donc, la ligne que nos compatriotes qui ont un handicap puissent être accueillis partout, je veux vous dire que je la tiendrai. Parce que c'est au plus profond de moi, vous savez, moi je ne connais pas ça, mais je pourrais. C'est la loterie du destin. Hein? L'autre jour, j'étais à Arras, et il y avait un jeune là, qui était j'étais sur la place, et un jeune homme dans une chaise. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a... Il était gentil. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, la moto, coupée en deux, il ne peut plus marcher. Bon, ce jeune-là, notre devoir, c'est qu'il puisse aller à l'hôtel, qu'il puisse rentrer dans un bâtiment public, qu'il se sente... Déjà que le destin lui est tombé dessus. Imaginez. Notre devoir, c'est de faire ça. Alors, maintenant... Frédéric travaille sur un arrêté complémentaire. On est en train de discuter avec Bruxelles, hein, si j'ai bien compris, pour régler ça. On va mettre un peu de souplesse. Mais la ligne, hein, vous voyez, M. le Président, je préfère vous dire les choses que vous comprenez bien et qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. La ligne, c'est quand même celle-ci. Je le sais que vous devez le comprendre. Parce que moi, je serais handicapé, j'arriverais dans un établissement, je dirais, écoutez, on ne peut pas vous prendre. Parce que, écoutez, excusez-moi, vous n'avez pas vos deux jambes. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Voilà. Hein, donc, oui, il y a de la souplesse, un peu de temps, mais on reste dans la même direction. Merci à tous. Merci. Bien, ce qui ressort de cette table ronde, c'est qu'il y a effectivement, et vous l'avez clairement expliqué, des possibilités pour aller plus loin pour notre tourisme au niveau national, et aller plus loin, si on peut aller au niveau de la France, aller plus loin pour notre tourisme, bon, on peut nécessairement,
y aller dans la région et on peut aller plus loin pour notre tourisme dans la région Languedoc-Roussillon parce que l'apport du tourisme à l'économie régionale est déterminante, mais c'est vrai qu'il faut améliorer notre offre, il faut améliorer notre communication, il faut améliorer notre distribution et il y a des pistes de développement qui existent aussi pour aller plus loin dans notre région. Alors pour aller plus loin dans notre région, je vais laisser la parole à Agnès Jullian. Agnès Jullian est chef d'entreprise, elle a une entreprise de mobilier d'éclairage urbain à Béziers, mais lorsqu'elle ne dirige pas son entreprise, elle est vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon chargée du tourisme, elle est présidente déléguée du comité régional du tourisme Languedoc-Roussillon, et au niveau national, elle est présidente de la commission tourisme de l'Association des régions de France. Et dans les pistes qui ont été identifiées par Madame Jullian, eh bien, il y en a une qui tient à la valorisation du patrimoine vivant et auquel, je sais, bon nombre d'acteurs du tourisme sont attachés. Monsieur le Président, merci. Merci pour organiser cette table ronde, puisque vous l'avez souligné d'entrée. Le tourisme est un vrai enjeu de développement économique de la France, comme il l'est également pour la région Languedoc-Roussillon. Je crois qu'on a tendance à l'oublier et qu'on s'est toujours dit que le tourisme marchait tout seul et qu'il n'y avait rien à faire. Mais au réel, c'est 6,3% de notre PIB au niveau national, donc je me plais à le dire et à le répéter, devant l'industrie automobile et y compris devant l'énergie. C'est un secteur qui est trop peu reconnu, vous l'avez souligné. Il est trop peu reconnu parce qu'il y a pléthore d'acteurs, un manque de lobby. Alors certes, on pense au Club Méditerranée ou au groupe Accor. Malheureusement ou heureusement pour eux, leur chiffre d'affaires est essentiellement hors France. Donc de ce fait, le rôle de lobby qu'ils pourraient jouer sur le territoire est assez succinct. Et malgré tout, ce tourisme, c'est un gisement pérenne, renouvelable, plus que l'énergie au final, mais on pourrait se dire insuffisamment exploité. Donc on pourrait, ici en Languedoc-Roussillon, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, contribuer à ce que la France redevienne, ça a été souligné, le premier pays contributeur d'Europe et non plus l'Espagne. Et certes, la montée en gamme ou les territoires d'excellence sont un enjeu majeur pour le Languedoc-Roussillon et pour la France. Vous l'avez dit tout à l'heure, ici la dépense est de moins de 50 € par touriste. C'est une dépense assez faible, mais des moyens existent pour progresser. Dans les vecteurs que l'on a initiés en Languedoc-Roussillon, nous avons une marque, dont vous en avez une également au niveau national avec Atout France, qui sera, je crois, dévoilée en grande pompe dans les jours à venir, mais ce n'est plus, on va dire, un secret puisqu'elle a déjà été annoncée dans la presse, donc rendez-vous en France. En Languedoc-Roussillon, on a la marque qui est Sud de France, qui est une marque ombrelle, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Quand on regarde les sondages, y compris un sondage TNS Sofres l'année dernière, 72% des touristes choisissent leur destination pour la gastronomie et 65% pour les paysages. Donc associer de ce fait une marque qui en fait valorise l'art de vivre et le territoire, qui soit une vraie marque ombrelle, c'est plutôt un atout. Au-delà de ça, dans la contribution au changement, on a initié en Languedoc-Roussillon quelque chose qu'on a appelé vulgairement, parce que c'est un peu audacieux, la mission Racine 2, qui est une mission qui est pilotée par un éminent architecte que vous connaissez, qui est en fait Nicolas Michelin, architecte urbaniste à Paris, et qui a vocation à réfléchir à quelles seraient les conditions, on va dire, d'attractivité de ce territoire en termes d'infrastructures, de montée en gamme, des établissements, mais surtout de valoriser également ce qui n'a pas été toujours fait. C'est-à-dire que le littoral vit très bien, même s'il a une image bétonnée à laquelle on va continuer à réfléchir en termes de changement d'image, mais également valoriser ce qu'on appelle l'avant ou l'arrière-pays, et qui pourrait également viser une désaisonnalisation de la saison touristique. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire ça? Puisque ça a été dit, les emplois sont pérennes et surtout non délocalisables, mais dès lors qu'on est avec des grosses saisonnalités, on est quand même beaucoup moins enclin à fonctionner de cette sorte. Donc cette mission Racine 2, qu'on a appelée mission d'aménagement et d'attractivité du territoire, aura vocation à faire progresser l'ensemble des territoires et à définir quel sera le tourisme à échéance 2020-2030. À l'époque, la mission qui avait été initiée dans les années 60-70, c'était une mission interministérielle dotée de beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on n'a effectivement plus ces mêmes moyens en France, mais comment est-ce que l'État pourrait accompagner peut-être le tourisme et la structuration de ce territoire? Et moi, j'avais dans l'idée, je l'avais d'ailleurs dit à Christian Mantelli ici présent, que les sites UNESCO pourraient être une belle entrée. À savoir que nous avons en France 37 sites UNESCO, ce qui est quand même beaucoup sur les 936 mondiaux. On en a d'ailleurs 6 en Languedoc-Roussillon. Est-ce que ça ne serait pas un moyen de valoriser ce territoire, puisque quand on vise des clientèles étrangères,
C'est des clientèles à forte contribution et qui sont, pour le coup, parfaitement, on va dire, amateurs de ces sites. Donc ça, c'est un petit peu ma première question. Et la seconde est en liaison directe. Donc on a, je viens de le dire, 6 sites en Languedoc-Roussillon, 2 qui sont vraiment nos portes d'entrée, on va dire, sur la clientèle étrangère. Donc les plus connus, c'est naturellement Carcassonne et le Pont du Gard, mais aussi le Canal du Midi. Le Canal du Midi qui est un enjeu fort, un enjeu de tourisme fluvial, mais qui a aussi été classifié par votre ministère de l'écologie comme la Grande Muraille de Chine, dire qu'il est donc essentiel pour le Languedoc-Roussillon. Or, vous ne pouvez pas l'ignorer, d'autant plus que la presse s'en fait l'écho encore aujourd'hui. Ce Canal du Midi, qui est un ouvrage donc, du XVIIe, qui n'a pas d'ailleurs été dans sa première section, on va dire, aménagé comme il l'est aujourd'hui, est aujourd'hui fortement impacté par l'abattage des arbres rendus nécessaires parce que malade et atteint du chancre coloré. L'évaluation qui en est faite par le ministère aujourd'hui, avec un rapport qui sera bientôt délivré en septembre, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros pour arriver à replanter ces platanes et aménager les berges. Comment est-ce que l'État compte se positionner et comment est-ce qu'on peut pérenniser ce canal du Midi pour demain être vraiment dans les meilleures conditions d'attractivité de notre territoire? Merci, madame. Merci de votre question. Vous voyez comme c'est bien difficile pour moi parce que je suis président de la République et on m'interpelle directement sur l'avenir des platanes du canal du Midi. Et je m'aperçois, ce qui est important, mais je m'aperçois au fond que parfois on voudrait que je sois vraiment omniprésident, hein, parce que même pour ça, je vais vous répondre parce que ça me passionne, je vais vous dire pourquoi, mais je ne voudrais pas que vous en tiriez la conclusion que je m'occupe de tout, parce que après ça me vaudrait sans doute des ennuis et des reproches. Alors, d'abord sur le Languedoc-Roussillon, vous avez 6 sites, n'oublions pas Carcassonne, et les chemins de Saint-Jacques, c'est quand même, qui ont créé une telle littérature, hein, extraordinaire. Donc, si vous souhaitez un partenariat avec le gouvernement, notamment le ministre du Tourisme, pour que nous portions ensemble des nouvelles demandes de sites, hein, UNESCO, le ministre est à votre disposition et je crois qu'effectivement c'est une bonne stratégie qui, au fond, les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus informés et ils croient au label. Hein, c'est très important. Vous parlez de marque, moi je suis plutôt sur le label, parce que la marque c'est une notoriété, le label c'est un certificat de qualité, hein, si je devais faire la différence. La marque c'est du marketing, on popularise un nom, une marque. Le label c'est le label rouge dans l'agriculture, pour les poulets fabriqués dans la Sarthe. Le label c'est s'adressant aux consommateurs pour dire « allez ici, c'est de qualité ». Et le label UNESCO, c'est un label exceptionnel. Donc, ma réponse, c'est oui, avec enthousiasme. Sur le canal du Midi, je crois à l'avenir du transport fluvial. C'est la raison pour laquelle, madame, pour la première fois depuis un siècle, le gouvernement a décidé de construire un ouvrage pharaonique, le canal Seine-Nord. Vous savez qu'on n'a plus rien fait pour les canaux, vous vous rendez compte? Plus rien, pas un centimètre, depuis des décennies. Le canal Seine-Nord, nous venons de le décider, c'est 100 km de canal, large de 60 mètres et profond de 7 mètres. Donc, je crois à l'avenir du transport fluvial. J'ai vu le drame que représente. Vous savez pourquoi il y a des beaux arbres autour des canaux? Parce que c'était la façon dont nos anciens luttaient contre l'évaporation. C'est pour ça qu'on a planté des arbres tout au long des canaux. Parce que ça crée une voûte. Et sur le canal Seine-Nord, on est en train de travailler avec la région Picarde, la région Île-de-France, la région Nord-Pas-de-Calais, sur l'environnement des arbres.
Et j'ai vu que non seulement vos platanes étaient victimes d'une maladie, le chancre coloré, mais qu'en plus elle était extrêmement brutale. Et d'après ce que j'ai vu, à horizon de 10 ans ou 12 ans, la totalité, c'est un grand malheur, parce que le platane fait partie des plus beaux arbres qui soient. Et donc, je vais demander à Frédéric Lefebvre et à Nathalie Kosciusko-Morizet de vous recevoir pour voir comment nous pourrons nous associer à vous pour sauver ce patrimoine exceptionnel, le remplacer, voir comment on doit gérer cela du canal du Midi. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Ça fait partie de notre patrimoine et nous devons savoir nous hausser au-dessus de nos différences pour travailler ensemble à la pérennité de quelque chose qui est exceptionnel et qui ne fait pas simplement la richesse de votre région, madame, qui fait la richesse de la France. C'est un ouvrage. Ce qui m'amène une dernière remarque, vous savez, parfois il y a des polémiques quand on construit quelque chose. Ça coûte trop cher. Il y a des associations qui viennent s'opposer. Imaginez Louis XIV aux prises avec les associations de défense que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, Versailles, c'était pas gagné. Non. Versailles. Imaginez. Je comprends tous ceux qui luttent pour la protection de l'environnement, mais imaginez. Maintenant, qui que ce soit qui veut faire un recours, il a raison, même si le recours lui donne tort. Vous imaginez ceux qui ont construit Versailles? Alors, je ne parle même pas de la Tour Eiffel. La même l'idée, on l'aurait enfermé rapidement. Moi, je crois au projet. Je crois à l'investissement. Je crois à l'avenir. Je crois à l'ambition pour mon pays. Je crois que tout n'est pas une question d'assistanat, d'égalitarisme, de refermement, de repliement. Je crois aux maires qui prennent des risques, M-A-I-R-E-S, qui prennent des risques, qui sont des bâtisseurs, qui s'engagent. Et je pense malheureusement qu'il faut qu'on retrouve le goût de l'audace. Hein? Bon, parce qu'aujourd'hui, nous, on discute de la protection des arbres du canal du Midi, mais s'il n'y en avait pas eu qui avait construit le canal du Midi, on discuterait de rien du tout. Quand je parle sous le contrôle de François Barouin, il sait que j'ai beaucoup poussé pour le canal Seine-Nord. Hein. Bon. Il y en a pour 4 milliards. Hein. Et on m'a dit, oui, mais il manque 100 millions. Bon, alors je vois toutes les administrations avec les aérofreins, bloquant absolument. Mais je suis sûr qu'au moment où mes successeurs inaugureront le canal Seine-Nord, il n'y aura plus de polémique à ce moment-là. Et que pour la photo, tout le monde se bousculera pour montrer le rôle essentiel qu'il a joué à ce moment-là. Hein. Je sais que mes amis qui sont ici, ils ont vécu ça dans leur propre ville. Eh bien, je rêve, voyez-vous, Madame Julien, de notre pays retrouvant le goût du travail, de l'innovation, de la prise de risque, et n'attendons pas toujours que celui qui prend un risque se casse la figure, mais encourageant celui qui prend un risque et qui voilà. Je voudrais que parfois on raisonne en plus grand et pas simplement en plus petit. Que l'échec fait partie de la vie. J'en ai connu moi-même combien des échecs. Mais si je n'avais pas eu ces échecs, je ne serais pas président de la République non plus. Voilà. Et malheureusement, on a l'impression que certains se réjouissent quand il y a quelque chose qui ne va pas. On a échoué, on a tenté. Mais vous savez, j'en vois tellement des gens qui passent à côté de leur vie sans rien tenter, que je me trouve une grande empathie avec celui qui a tenté, puis ça n'a pas marché. Eh bien, donnons-lui une nouvelle chance. Donc, sur le canal du Midi, je serai à vos côtés. Monsieur le Président, au début de cette table ronde, nous avons parlé hébergement avec l'immobilier loisir. Il y a un autre secteur d'hébergement qui est extrêmement important en France, c'est celui de l'hôtellerie de plein air. Il faut savoir que la France est numéro 1 en Europe pour le nombre de terrains, que la région Languedoc-Roussillon est la première région de France en nombre d'emplacements de camping, et que le département de l'Hérault est le premier département de la région Languedoc-Roussillon avec près de 250 établissements. Et d'ailleurs, Monsieur le ministre du Tourisme a séjourné en mai dernier dans un de ces établissements, dans une commune voisine.
Donc, qui n'était pas mieux placé que Philippe Robert pour vous parler hôtellerie de plein air? Philippe Robert exploite un camping à Vias, une commune à quelques kilomètres d'ici, un camping qui a 410 emplacements, qui est classé en catégorie 4 étoiles. Et au niveau professionnel, Philippe Robert est le président départemental pour l'Hérault de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Merci. Monsieur le Président, donc je représente une profession qui a la chance depuis un certain temps de présenter une capacité de réaction très importante face au contexte économique très difficile. Vous le savez, nous présentons des taux de croissance positifs depuis un certain temps. Nous avons même la prétention de penser que nous pouvons jouer un rôle moteur lors de la reprise économique. Ceci dit, ce n'est pas le fait du hasard, c'est que depuis de nombreuses années, nous avons investi énormément dans nos établissements. Nous sommes beaucoup montés en gamme. Monsieur Lefebvre a pu le constater lorsqu'il est venu nous rendre visite il y a quelque temps à Sérignan, dans l'Hérault. Pour vous donner une idée, nous investissons chaque année un tiers de notre chiffre d'affaires pour de nouveaux équipements ou pour des remises aux normes. Alors, un tiers de notre chiffre d'affaires, ça veut dire, dans l'Hérault, le chiffre d'affaires des campings, c'est environ 200 millions d'euros. Donc, c'est en gros 65 millions d'euros qui sont réinvestis chaque année dans les établissements de l'Hérault. Vous comprendrez bien que pour garder un tel taux d'investissement, nous avons besoin d'une lisibilité très claire, très précise, on va dire dans les 10 ans à venir. Or, il se trouve que cette lisibilité, nous l'avons très clairement, commercialement, nous savons exactement où nous devons investir, nous connaissons les attentes de nos clients, nous savons, j'ai entendu des mots tout à l'heure qui m'ont bien plu, vous avez parlé de qualité, pour nous la qualité c'est très très important, nous avons énormément évolué mais nous voulons continuer, la qualité ça veut dire la dédensification des emplacements, ça veut dire de nouveaux équipements, vous avez parlé de vie harmonieuse, c'est exactement ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et nous voulons continuer là-dessus et je vous le dis, nous savons exactement où nous devons investir. Le problème c'est que cette lisibilité est beaucoup plus obscure pour nous en termes réglementaires. Et je voudrais attirer votre attention sur deux points bien particuliers. Le premier, c'est la loi littorale. Comme vous le savez, les campings exploitant au préalable la bande des 100 mètres, au préalable de l'institution de la loi littorale en 1986, ont la possibilité de continuer leur exploitation. Mais il se trouve qu'ils sont complètement bloqués par l'administration, ils sont figés. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils sont bloqués systématiquement, que ce soit pour des remises aux normes ou pour évoluer qualitativement. Quelques exemples très précis. Je les cite. Par exemple, un camping dans l'Hérault qui voudrait se soumettre au décret de sécurité départemental sera dans l'obligation d'avoir un éclairage de sécurité ou un réseau incendie, sera donc obligé de faire des tranchées dans la bande de 100 mètres, il se retrouvera automatiquement au tribunal administratif. Un camping qui voudrait changer ses hébergements ou implanter de nouveaux hébergements devra faire des tranchées pour des VRD, même chose, il se retrouve au tribunal administratif. Un camping qui aurait un sanitaire vétuste dans la bande des 100 mètres, qui voudrait ne serait-ce faire un bardage en bois, changement de façade, permis de construire automatiquement refusé. Deuxième cas de figure, les sites classés. Même chose que pour la loi littorale, les sites qui exploitaient au préalable leur établissement peuvent continuer leur exploitation, mais se retrouvent là aussi dans des situations bloquées. Alors que nous savons très bien dans la profession que nous voulons une attention toute particulière sur l'aspect paysager. C'est bien pour ça qu'on a participé à la création de la charte paysagère, co-signée par les différents ministères, pour intégrer de façon la plus harmonieuse nos établissements. Mais là aussi, ces campings en site classé, dès qu'ils veulent faire une modification, ils sont soumis à une autorisation préfectorale, voire ministérielle, et c'est systématiquement un refus. Alors la question elle est très simple, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un arbitrage pour que, enfin, cesse de s'opposer le droit de l'urbanisme et le droit environnemental sur ces deux secteurs particuliers, la loi littorale et les sites classés? Merci. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure à quel point il était essentiel que des gens passionnés occupent et le fasse en respectant les lieux, un certain nombre d'espaces protégés dans notre pays. Et je crois qu'il y a parfois beaucoup de choses qui se disent sur l'hôtellerie de plein air ou sur le camping. J'ai moi-même pu vérifier, notamment dans ce département, dans cette région, mais dans d'autres régions, à quel point cette profession est souvent d'abord une profession de passionnés
une profession d'amoureux de la nature, et à quel point, et c'est très important, ce terme qualité, il est essentiel aux yeux de la profession. Vous avez dit que j'étais passé au camping de Sérignan. J'ai même fait plus que passer, puisque j'y ai dormi. Et j'y ai dormi à un moment où, évidemment, tout le monde voulait me faire dormir à Béziers dans un hôtel, simplement parce que j'étais dans ce camping. Et simplement, je crois que ce qui est très important dans ce que vous avez dit, et qui oblige, et c'est ce qu'a dit le président de la République, qui oblige les uns et les autres à faire des efforts pour faire vivre ensemble à la fois ceux qui ont pour métier de protéger et ceux qui sont des aménageurs qui choisissent la qualité. Je peux dire qu'un certain nombre de dossiers, et je le sais, sont suivis par la préfecture. Un certain nombre d'ailleurs ont été signalés à mon cabinet. Et quand il y a la volonté de respecter, il faut évidemment améliorer les procédures. Il faut aller plus rapidement quand il y a des autorisations à donner. Mais il faut en même temps, parce que c'est votre capital, et c'est le capital de notre pays, protéger le littoral. Donc il faut améliorer, accélérer, tout en continuant de protéger, et il faut suivre, et on le fait avec les préfectures, les dossiers, vous avez cité un certain nombre de dossiers que j'ai bien en tête, les dossiers qui sont respectueux du littoral et qui en même temps imposent de la part des pouvoirs publics une réaction rapide. Mais ce secteur, c'est un secteur absolument essentiel. La qualité est au rendez-vous, c'est un des secteurs dans le tourisme qui investit le plus. Et c'est d'ailleurs un des secteurs qui séduit la clientèle internationale dont parlait le président de la République, notamment la clientèle internationale qui vient des BRICS, des pays émergents, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Je pense aux Russes, par exemple. Et on doit évidemment continuer d'investir et de soutenir cette hôtellerie de plein air. Monsieur le Président, comme l'a dit le ministre, que la profession s'engage dans la qualité soit raisonnable, et nous veillerons à ce que le respect des règlements ne soit pas tatillon. Voilà. Je crois que c'est un système gagnant-gagnant. Continuez à vous engager dans la qualité, et je verrai avec le préfet et le ministre à ce qu'on ne soit pas caricatural dans l'application de la règle. Voilà. Là encore, je suis parfois étonné du côté presque sectaire de certaines réactions s'agissant de la protection de l'environnement, de l'agriculture ou du tourisme. Voilà. Alors, il y a des... Je crois dans la loi littorale, comme dans la loi montagne. Mais parfois, il peut arriver à l'administration, ou à certaines administrations, de se trouver dans des positions parfaitement caricaturales. Hein? Voilà. Donc, vous avez un préfet d'expérience, un ministre qui est très attentif à vos demandes. C'est la loi qui a prévu que les campings d'avant la loi littorale puissent continuer. Si on a prévu qu'ils pouvaient continuer, il faut leur donner les moyens de vivre, et de vivre dans des conditions de sécurité qui ne mettent pas en danger ceux qui y sont. Voilà. Je pense d'ailleurs que, notamment pour la loi montagne, il faudra sans doute qu'un jour on réfléchisse, on peut pas la loi montagne ne peut pas s'appliquer de la même façon du massif des Alpes aux aiguilles de Corse. Il y a aussi il faut qu'on apprenne dans notre pays à comprendre que l'unité ne veut pas dire uniformité. Voilà. De la même façon qu'égalité ne veut pas dire égalitarisme. Garder l'objectif de protection, mais mettre un petit peu de souplesse dans l'application des choses. Hein? On passe du tout au tout. On a pendant des années laissé faire n'importe quoi, et vous en payez aujourd'hui les conséquences. Et on ne doit pas passer d'une espèce de prohibition qui tuerait toute activité économique ou humaine. Tout est dans l'équilibre. Madame. Donc, dernière question, Monsieur le Président, qui vous est posée par Pascale Joussin-Védrine. Pascale Joussin-Védrine est directrice de 2 parcs d'aventure à Villeneuve-les-Maglones, c'est-à-dire entre Montpellier et la mer. Et elle est vice-présidente du réseau Oxygène. Le réseau Oxygène regroupe des professionnels des loisirs de pleine nature avec de l'escalade, de la plongée, du canyoning, du VTT. Oui, on a pensé au vélo aussi. Et Pascal s'interroge aussi sur
la qualité et la labellisation, comme l'accessibilité aux personnes handicapées, avec lequel elle travaille beaucoup dans le réseau Oxygène. Monsieur le Président, nous avons la chance en Languedoc-Roussillon de disposer de magnifiques paysages et les activités de pleine nature, elles permettent vraiment de découvrir cet environnement. C'est aussi des activités qui offrent une désaisonnalisation de l'offre touristique et qui sont recherchées par les clientèles, entre autres étrangères, et dans le choix de leur destination. C'est un secteur qui est en plein développement. Aujourd'hui, nous rencontrons deux difficultés principales. Alors une première sur la qualité. Le réseau Oxygène a démarré en 2003 sa démarche autour de la qualité et de la labellisation. Nous avons, à partir de 2004, obtenu avec Qualité Héros une grille de labellisation et incité les professionnels de plus en plus nombreux à rentrer dans cette qualification. Nous avons depuis 2 ans travaillé avec Qualité Tourisme pour que ce label puisse éclore au niveau national. Et aujourd'hui, autant le label Qualité Tourisme est tout à fait opérationnel sur l'hébergement et sur un certain nombre de domaines, autant il n'aboutit pas sur les activités de pleine nature parce que l'État a confié aux fédérations sportives le rôle de travailler sur la qualité des activités touristiques dans leur domaine. C'est clairement pas leur objectif. Donc serait-il possible, sur ce sujet-là, que vous associez les professionnels des activités de pleine nature à cette labellisation au niveau national et qu'on puisse prendre exemple sur un dispositif qui fonctionne déjà depuis 7 ans, qui a été amélioré au fil des années pour pouvoir le démultiplier au niveau national. Ma deuxième question, Monsieur le Président, elle touche un sujet qui a été abordé au tout début de notre rencontre, qui est la difficulté, c'est-à-dire qu'en tant qu'activité de pleine nature, on est sollicité par les communes, on est intéressant et on obtient assez facilement l'autorisation de pouvoir pratiquer une activité, mais on se retrouve très vite bloqué, tout simplement parce qu'on n'obtient pas d'autorisation pour obtenir un local d'accueil, des toilettes, un vestiaire, et accueillir avec de la qualité des clients, eh bien, ça ne peut pas se faire sans ces équipements-là. Donc on est là aussi en pleine contradiction et nous souhaiterions savoir s'il serait possible de mettre en place un guichet unique dans lequel nous retrouverions les autorisations d'activité, les autorisations pour les aménagements, la labellisation qualité et puis une aide au montage des dossiers techniques. Dernier petit point dans ce même axe, c'est que nous souhaiterions être réellement associés aux démarches sur Natura 2000 qui sont en train de se faire et sur lesquelles, malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas dans les différentes commissions qui réfléchissent sur cet axe. Bon, pour vous associer, il n'y a pas de problème. Frédéric Lefebvre va veiller à ce que vous y soyez. Sur les fédérations sportives, c'est vraiment ce que vous dites très intéressant, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. C'est toujours pareil. On veut que les jeunes pratiquent le judo, on demande à la fédération de judo, qui est une des meilleures et des mieux organisées, et du coup c'est tout juste si on ne vous demande pas de faire un dojo olympique. Voilà. On passe du tout, du rien au tout. Hein. Le bassin doit être olympique, le dojo, les conditions de sécurité sont extravagantes. Là encore, un peu de pragmatisme, donc on va vous associer les professionnels et pas simplement les fédérations sportives. Mais plus que le guichet unique, ce que je voudrais que nous fassions, c'est de déléguer, de déconcentrer davantage aux préfectures les autorisations. Je trouve que toutes ces demandes remontent trop dans les ministères et pas assez, sont pas assez dans les préfectures. Le préfet représente tout le gouvernement, tous les ministres. Il doit pouvoir dire oui ou dire non sans qu'on soit obligé d'encombrer le bureau des ministres avec toutes les demandes qui sont présentées. Voilà. Et au niveau de la préfecture, qu'elle soit du département ou de la région, on peut générer un compromis, des accords pour que tout le monde puisse fonctionner et surtout faire des expérimentations. En vérité, c'est ça. Moi, je souhaite des préfets qui aient plus de pouvoir et qui soient davantage responsables. Pas Claude Balland, que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, mais qui s'abritent moins derrière... Parce qu'on a un système où tout le monde s'abrite derrière... Le sous-chef s'abrite derrière le chef.
le chef de bureau, ça doit être le chef de département. Le chef de département, le chef de région. Le chef de région derrière le ministre et le ministre derrière le président. Là-dessus, on a un système Et après, ça me dit, alors, les platanes du canal du Midi, hein? Comme Madame la Présidente est gentille, elle ne dit pas que c'est de ma faute, mais bon, non, je dis c'est une plaisanterie. Je vais préciser quand même que la question vous a été posée puisque c'est une compétence de bien VNF et c'est la raison pour laquelle, comme VNF n'a rien fait depuis 85, mais j'ai quand même saisi la balle au bon puisque j'ai compris par votre propos que ce réseau repasserait en réseau magistral, qui est actuellement en réseau régional, puisque vous souhaitez même y voir du transport, on va dire, fluvial. Donc c'est exactement la question que l'on posait, donc on est ravis d'avance. Merci, mais vous devez aimer la corrida, hein, parce que ma muleta était vraiment pas très rouge, hein, c'était quand même... Bon, non mais je crois profondément, et si vous voulez, c'est ce que j'aime dans ces tables rondes et ces rencontres, c'est que ça permet d'écouter ce que vous avez à dire, et puis de me rendre compte aussi de tous les blocages, parce que, contrairement à ce que j'entends dire, tout n'est pas politique, tout n'est pas de gauche ou de droite, tout n'est pas d'opposition et de gouvernement. Vous aimez tous profondément votre région, vous voyez les erreurs qui ont été commises dans ces régions il y a des années et des années, et vous voyez, et vous voulez tous une amélioration de votre région. Et je crois profondément que pour répondre à la question de Mme Joussin-Bédrine, la déconcentration d'un certain nombre de pouvoirs des ministères au niveau de la préfecture, c'est la solution. Hein, surtout quand vous avez la chance d'avoir un préfet de grande expérience. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'abord de votre patience, de votre attention, et je voudrais que vous compreniez que pour moi, c'est très important de venir sur le terrain. Je serai après-demain dans le Vaucluse, parce que c'est mon devoir qu'on puisse exprimer les choses. Et ce qui est formidable dans tout ce que j'ai entendu, c'est votre volonté de faire, d'agir, votre amour de votre terroir, de votre territoire, et votre volonté d'agir. Au fond, si j'avais à résumer, vous me demandez qu'une seule chose, laissez-nous travailler. Voilà. Je voudrais vous dire que, par conviction profonde, j'ai toujours tendance à davantage écouter celui qui me dit « laissez-nous travailler » plutôt que celui qui me dit « je travaille trop ». Bonne journée à tous.